voudrais parler du type sur la photo. Ce type-là, James Dean, qui pendant longtemps justement a été pour moi un type sur la photo, ou un type sur un poster. C'est-à-dire j'étais enfant et j'avais les posters de James Dean dans ma chambre. Et, et ce type-là, je n'avais pas vu ses films, mais j'étais impressionné par sa beauté adolescente. Et j'étais, comme tout le monde, impressionné par ce destin qu'on m'avait dit foudroyant. Et du coup, je me suis dit, je veux en savoir plus sur lui. Je voudrais comprendre qui il était. Parce que je n'avais en tête que l'icône intemporelle, universelle, James Dean. Je ne savais pas qui était l'homme derrière l'icône. Et puis, je trouvais finalement assez curieux ou injuste qu'on ne le regarde qu'à travers le prisme de sa mort accidentelle et prématurée, alors que ce type avait forcément eu une vie. Alors je me suis intéressé aux gens qui ont gravité autour de lui, et je me suis dit finalement, ces gens-là racontent un James Dean qu'on ne connaît pas. J'ai commencé évidemment par le plus évident, et pour moi le plus émouvant, sa mère. Puisque ce qu'on comprend, c'est que ce garçon-là, James Dean, qui est né dans l'Indiana en 1931, il perd sa mère alors qu'il a 9 ans. Elle meurt, elle a à peine 30 ans, d'un cancer foudroyant. Et cette mort, évidemment, va le rendre inconsolable. Cette mort va sans doute expliquer une grande partie de sa trajectoire après et de son ambivalence probablement et de son goût de l'art, puisque c'est elle qui va lui donner le goût de l'art, de la culture, de la danse, de la comédie. Moi, je l'avoue, cela me plaisait que mon fils soit différent des autres. Je n'aurais pas voulu qu'il soit comme tout le monde. Je lui sentais des aptitudes, je le trouvais singulier. Je pensais que toutes les mères étaient comme moi, qu'elles voient chez leurs enfants ce que les autres ne voient pas, et qu'elles les encouragent à se démarquer, à s'épanouir. J'ai cru comprendre que je me trompais. En tout cas, c'était naturel pour moi de le pousser vers les matières artistiques, par exemple. C'est moi qui lui ai proposé de se remettre aux claquettes, moi qui l'ai initié au violon. Je lui payais des leçons, en cachette de son père tout d'abord. Je me disais, mon fils sera musicien ou danseur, il sera ce qu'il voudra, pourvu qu'il y ait de la lumière dans son visage. Lui, il va aller sur ces chemins de traverse grâce à elle. Et puis donc, elle disparaît quand il a 9 ans et il est obligé de rentrer dans l'Indiana, là où il est né, et il est abandonné par son père, parce que son père n'a pas l'argent pour continuer à l'élever. Donc il perd au même moment, à l'âge de 9 ans, sa mère qui meurt, son père qui l'abandonne, et la Californie où il avait trouvé refuge. Et là aussi, il va devenir un garçon qui aime la nature, qui aime la bagarre, et qui va se bagarrer aussi avec les gens de son environnement, qui va devenir une sorte de petit teigneux, parce que, contrairement à la légende, sa beauté n'en impose pas. Quand on voit James Dean la première fois, on n'est pas forcément ébloui, parce qu'il est myope, il ne voit rien, il porte des grosses lunettes, il n'est pas si grand que ça, il est un peu voûté, il a un accent impossible, et les gens se moquent un peu de lui. Alors il va devoir jouer des coudes pour réussir à s'imposer, et en même temps, il va décider, et c'est à mon avis ce qui fait sa force, de garder sa singularité, c'est-à-dire qu'il va décider de jouer la comédie au lieu de jouer au baseball, décider de prendre des cours et rencontrer une prof qui s'appelle Adeline Brookshire qui va le guider justement vers ça, vers le jeu d'acteur. Et il traverse donc ces années-là en devenant brutalement une espèce d'icône absolue, puisqu'il rencontre évidemment Elia Kazan, qui lui fait tourner à l'Est d'Éden, l'adaptation du bouquin de Steinbeck, et ça devient une sorte de phénomène absolument incroyable. En quelques semaines, il devient un prodige absolument en quelques semaines. Et continue à tourner, La Fureur de vivre d'abord, et ensuite Géant. Et en même temps, il a découvert une passion folle qui est l'automobile, la vitesse. Il s'achète avec ses premiers cachets une Porsche. Il s'était acheté à ses 15 ans une moto. Il avait déjà ça avec lui, le désir de la vitesse, d'aller rapidement, de filer, de s'en aller, d'échapper à. Vous auriez dû voir son air quand il finissait par revenir de ses virées. Ça faisait des étoiles dans ses yeux. Je sais que ça lui a joué des tours, que tout ça a mal fini, que c'est la vitesse qui nous l'a tué. Mais que voulez-vous? On n'aurait pas pu l'empêcher, c'était son truc, la vitesse. Ça devait se terminer comme ça. C'est tragique, bien sûr, de disparaître aussi jeune, mais quoi? C'est une sacrée belle mort pour un type comme lui. Et avec cette Porsche, justement, on y revient, un jour de septembre 1955, il se rend à une course
et il va un peu trop vite sur une route toute droite. Et en face de lui, il y a un jeune étudiant qui rentre chez lui, qui a 21 ans, qui conduit une Ford Tudor noir et blanc et qui voit cette voiture, ce bolide arriver très vite en face de lui et qui ne sait pas très bien s'il aura le temps de tourner, qui hésite, qui y va, qui s'arrête puis repart. Le choc a lieu et James Dean reste bloqué dans la voiture avec la nuque brisée. Il y a une phrase qu'il aimait profondément et qu'il aimait à répéter qui s'appelait « Il faut vivre vite, mourir jeune et faire un beau cadavre ». Ce jour-là, à Cholamé, sur la route qui mène à Salinas, cette phrase a pris des allures prémonitoires. On s'est rendu compte évidemment qu'elle lui collait parfaitement à la peau. Il y a une autre phrase qu'il disait aussi, qu'il aimait à répéter, qui était « Regardez-moi bien, qui sait si je serai encore là demain ». Il n'est pas resté longtemps sur Terre, mais pour autant, son image continue de nous poursuivre. Il reste le type sur la photo, il reste cette beauté fracassante. Et en même temps, j'espère qu'avec ce livre-là, on va comprendre qu'il est autre chose que le type sur la photo.